Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous proposé à l'approche de Franchise Expo Paris qui se tiendra du 14 au 16 mars prochain à Paris, porte de Versailles au sein du hall 1. Vous avez certainement envie de devenir franchisé, mais vous ne savez pas forcément quel secteur choisir et si vous vous lanciez dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir les concepts d'Attila et de Triba, deux concepts éprouvés, différenciants et certainement porteurs. J'ai donc le plaisir d'accueillir autour de la table Anthony Boulch, directeur franchise de l'enseigne Attila, Jean-Pierre Fouquet, franchisé Attila à Massy, et Marie-Emmanuelle Asensio, responsable développement au sein du réseau Triba. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi pour cette émission. On va commencer simplement, Anthony et Marie-Emmanuelle. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu vos concepts respectifs et sur quel marché vous évoluez? Marie-Emmanuelle. Alors Triba, c'est une marque qui est connue du grand public depuis longtemps, puisque nous existons depuis 1980, ça fait 46 ans, et nous nous adressons à la clientèle de particuliers qui rénove sa maison ou son appartement en achetant des menuiseries auprès de nous. Nous sommes donc fabricants de tout type de menuiseries, des fenêtres, des portes, des volets, des portes de garage, des pergolas, tout type de matériaux, et nous avons aujourd'hui avec nous un réseau de 190 franchisés, un petit peu plus de 300 magasins, un objectif à terme de 400 magasins sur toute la France métropolitaine. Anthony, Attila est un concept un peu particulier, très spécifique. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en quelques mots? Bien sûr. Alors nous, Attila, on est un peu le médecin de la toiture. On intervient dans le B2B uniquement, donc on fait 80% de B2B et une dizaine de pourcents de particuliers. Mais on est vraiment poussif sur le B2B. Et donc Attila, c'est simple, on ne fait pas de création de toiture. On ne fait pas de réfection de toiture, on est entre les deux. Le cœur de métier se situe vraiment entre les deux et donc on fait du diagnostic, de la réparation, de l'entretien, de l'amélioration et de la gestion de l'urgence. Donc aujourd'hui, on a un réseau qui fait un peu plus de 130 franchisés. Et puis, c'est une enseigne qui commence à avoir une belle entité sur le territoire parce que ça fait une vingtaine d'années qu'elle existe. On fête d'ailleurs les 20 ans cette année. Marie-Emmanuelle, vous l'avez dit, vous évoluez sur un marché de la rénovation et de l'amélioration de l'habitat. Comment se porte ce marché un peu au sens large? Alors nous sommes sur un marché qui est stable en France et nous avons la chance de travailler dans le secteur du bâtiment qui est porteur en ce moment puisque effectivement peut-être qu'en promotion immobilière c'est un petit peu plus calme et les banquiers ont un petit peu serré les boulons, ce qui fait que les Français restent dans leur appartement ou leur maison ou achètent plutôt de l'ancien qui est à rénover. Donc on n'a pas de soucis particuliers aujourd'hui sur ce marché et nous avons toujours encore maintenant des très bons chiffres d'affaires. De votre côté, vous avez dit que vous êtes le médecin de la toiture, vous êtes un secteur quand même de niche. Comment se porte ce segment qui est très spécifique et quelles sont vos perspectives sur ce marché? Il se porte très très bien. En fait, l'environnement du BTP et de la construction se porte très mal en France. Il y a un recul de 30-40%. Nous, sur la maintenance de toiture, on ne connaît pas trop la crise. Puisqu'aujourd'hui, on a tous un toit au-dessus de la tête. On a un parc qui est vieillissant, globalement, en France. Et puis, il y a tout ce qui pousse sur l'aspect énergétique des toitures, l'entretien. Il y a aussi une pression assurantielle de plus en plus forte sur le marché. Donc aujourd'hui, on a un marché de niche et qui a un avenir assez prometteur en plus en termes de perspective. Vous l'avez expliqué, c'est un marché B2B, vous êtes axé sur cet axe-là. Quels sont selon vous les avantages de ce positionnement et en quoi se représente-t-il un véritable atout et potentiel de croissance pour vos franchisés? Le B2B pour nous c'est vraiment une opportunité, c'est une création de valeur pure puisqu'aujourd'hui il y a des budgets qui sont spécifiques sur l'entretien et la rénovation de toiture dans les entreprises ou les collectivités. Il y a une vraie appétence sur la partie écologique, donc on fait attention, on essaye de pas refaire toute sa toiture, on est plutôt dans une démarche changeante maintenant à vouloir entretenir son toit pour le faire perdurer, et c'est tout à fait la promesse de marque qu'on est en train de poser avec Attila. Et puis le B2B aujourd'hui c'est aussi un vecteur très fort sur le contrat d'entretien. J'entretiens ma toiture, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, on entretenait sa chaudière, sa voiture, mais la toiture, on n'y pensait pas forcément. Et Benoît Lahaye, il a créé ce marché de niche-là autour de la toiture. Et aujourd'hui, bon nombre d'entreprises et de collectivités sont très, très sensibles à l'entretien de leur toiture. Et donc, d'avoir le carnet de santé, le suivi, et de pouvoir justifier le cas échéant quand il y a un problème auprès de l'assurance. J'ai entretenu ma toiture, je fais attention, je prends soin de mon patrimoine.
Marie-Emmanuelle, vous l'avez expliqué, Triba, c'est des décennies d'existence aujourd'hui. Vous avez un ADN très industriel puisque vous êtes aussi fabricant de vos propres produits. Pourquoi est-ce un atout pour un futur franchisé d'être une entreprise qui fabrique ses produits? Alors, c'est vrai que moi, ça fait 28 ans que je travaille dans la franchise et auparavant dans des franchises de services. Et donc, depuis 11 ans et demi chez Triba, qui est associé à Triba, le fabricant industriel. Triba existe depuis 1980, ça fait 46 ans. Et nous fabriquons donc toutes nos menuiseries pour notre réseau. C'est un potentiel important et c'est une solution qui permet aux franchisés de se concentrer sur le quotidien de son métier, qui est de faire du chiffre d'affaires et d'installer les menuiseries chez le client pour que le client soit satisfait. Donc je dirais qu'on a cette spécificité qui fait que le fournisseur, on le connaît. Toute la gamme des produits Triba est accessible à nos franchisés lorsqu'ils deviennent franchisés pour leurs clients. C'est forcément du sur-mesure dans notre métier, mais ça c'est tout à fait normal dans la rénovation. Et ça permet de se concentrer donc au management de son équipe et au développement de son business. Jean-Pierre, vous avez rejoint l'enseigne Attila en août 2024. Avant de devenir franchisé, quel est votre parcours et à quel moment vous avez eu le déclic d'entreprendre? Alors mon parcours, il est dans la franchise, dans l'indépendance, il est dans les réseaux. En fait, c'est ça mon parcours. Vous étiez familier donc, du modèle. Je connais un petit peu le milieu des réseaux. Alors ensuite, pour parler vraiment de mon parcours, de ma décision d'être franchisé, est-ce qu'il y a eu un déclic? Non. Il n'y a pas eu de déclic dans le sens où c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps. C'est une volonté qui était là, qui était présente. Je pense que de par mon métier, être en contact quasi quotidien avec des chefs d'entreprise m'a ouvert l'esprit sur le métier de chef d'entreprise lui-même et puis l'envie de le devenir. Alors le déclic, s'il y en a un, on va dire, c'est le salon de la franchise. Avec Attila, le déclic s'est fait sur le salon de la franchise. Oui, justement, on va y venir parce que vous êtes venu sur le salon en mars 2024. Et vous avez fait un peu le tour des réseaux. Oui. Et c'est là que vous avez échangé avec Attila. Mais quand vous êtes venu sur le salon, est-ce que vous aviez déjà une idée du secteur d'activité? Est-ce que vous aviez déjà identifié Attila ou pas forcément? Alors, pas forcément. Je n'avais pas identifié d'enseigne en soi. J'avais identifié des secteurs, oui, effectivement. Donc, j'avais préparé ma venue avec différents documents et puis notamment les catalogues qui sont mis en place et qui sont proposés par le salon et sur le site du salon de la franchise. Donc, j'avais cerné quelques secteurs d'activité qui m'intéressaient. Par exemple, les salles de sport, tout le monde du cyclisme également, la restauration à travers un ami. Et puis le BTP, pas tellement en fait, finalement. Donc j'étais venu avec ma petite liste et mon petit parcours dans les allées. Et Attila est arrivé comme ça, complètement, j'allais pas dire par hasard, mais presque. Et qu'est-ce qui a fait la différence, finalement, dans votre choix? Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous savez quoi? Alors, pour la petite histoire, j'allais quitter le salon le dimanche, au milieu d'après-midi, on va dire. J'avais fait le tour et j'avais pas vu Attila. Et en fait, en partant, je vois l'enseigne Attila. Je me dis, arrête-toi, pourquoi pas? Et je me suis arrêté et j'en suis parti très tard. très, très tard. On a beaucoup discuté et du coup, pourquoi Attila, finalement? J'ai trouvé chez Attila ce que je cherchais et que je n'ai pas trouvé ailleurs, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est la vérité, le discours vrai. Et j'ai passé 2 jours au salon, je ne l'avais pas vu encore, et c'est sur le stand d'Attila que je l'ai trouvé. Vous n'aviez pas dans votre parcours d'expérience dans ce secteur d'activité? Du tout. Alors, pas du tout, du tout. Je n'y connaissais absolument rien à la toiture, mis à part, comme tout le monde, je lève la tête puis je vois un toit, ok. Ça s'arrêtait là. Voilà. Donc, non, techniquement, je n'y connaissais absolument rien. Donc, Anthony, on le voit avec son parcours qu'il n'est pas obligatoire d'être issu du secteur du bâtiment ou de la rénovation pour intégrer Attila. Est-ce que vous pouvez nous détailler en quelques mots les profils de candidats que vous recherchez et quelles sont les compétences clés que vous recherchez chez les candidats quand vous les voyez? Écoutez, oui, effectivement, on ne recherche pas du tout des gens du métier. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un concept qui est en décalé avec ce qu'est l'artisanat, puisqu'on est une entreprise de service. Donc, c'est 2 mondes un peu opposés. Donc, on n'a pas le même langage. Donc, on cherche vraiment des gens qui se complaisent et qui ont la capacité de pouvoir gérer une entreprise, du personnel, et d'avoir une vision plus ou moyen long terme pour construire leur entreprise, tant sur le côté humain que sur le côté business pour aller chercher de la part de marché. Donc on cherche
des profils qui sont à dominance commerciale, manager, ancien DG, on a eu des DAF, on a plein de métiers comme ça qui arrivent et qui finalement enrichissent énormément le collectif qu'on porte chez Attila, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec nos franchisés, on a plein d'instances pour ça. Et donc tous ces profils différents nous permettent aussi de pouvoir amener de la valeur au sein de l'entreprise sur divers sujets. Donc on cherche vraiment des profils autres que le BTP et surtout la toiture. Marie-Emmanuelle, comment ça se passe chez Triba justement? Est-ce qu'il faut être issu du secteur du bâtiment, de la rénovation de l'habitat, ou c'est pas un prérequis essentiel? C'est pas un prérequis. Nous, ce que nous cherchons, c'est un profil commercial, une appétence pour la technique, et puis effectivement du leadership pour manager à terme une équipe de 6-8 salariés. Nous avons, je dirais, à peu près 60% des porteurs de projets qui nous rejoignent, qui viennent pas du métier. Et comme on le disait chez Attila, ça peut être des agents immobiliers, des vendeurs dans l'automobile, quelqu'un qui était dans le transport, quelqu'un qui était dans la logistique. On est une enseigne qui existe depuis longtemps, donc on a forcément des méthodes et de l'accompagnement qui fait réussir ceux qui nous rejoignent du moment que le profil nous paraît correspondre à ce que nous recherchons pour réussir. Justement, on parlait d'accompagnement, la transmission de savoir-faire, toutes ces données sont clés en franchise, on le sait bien. Est-ce que vous pouvez nous détailler quel accompagnement vous donnez à vos franchisés en quelques mots et comment ça se concrétise sur le terrain? Alors déjà, quand je vais rencontrer un porteur de projet, par exemple au salon de la franchise, on va se rencontrer, exactement ce que disait mon voisin tout à l'heure. C'est vraiment la rencontre qui fait qu'on va intéresser quelqu'un parce qu'on va parler vrai, en toute transparence, en expliquant notre métier et en expliquant le quotidien. Donc le projet va durer à peu près 9 mois chez nous, ça peut être un peu plus court, un peu plus long, mais c'est en gros 9 mois pour soit faire une création de concession, soit faire une reprise de concession partout en France. Donc le projet est forcément différent selon où ça se passe et selon l'antériorité et l'expérience professionnelle qu'on a. Il va y avoir des rendez-vous assez cadencés avec le service développement dont je m'occupe, dans l'idée de partager notre métier, d'avoir un vie-ma-vie de concessionnaire pour que la personne sache bien à quoi s'attendre après au quotidien, donc pendant une semaine, dans une concession pilote, et puis un accompagnement sur le terrain pour aider à faire avancer le projet, donc en trouvant un local adapté, qu'une banque finance le projet, trouver un assureur, aménager le showroom et faire des formations pour donc des personnes qui ne viennent pas du métier. On a des formations de 3 fois une semaine sur la partie commerce, sur la partie logiciel et produits, et ensuite, à partir du moment où l'activité démarre, tout un accompagnement par nos formateurs techniques sur le terrain pendant 6 mois, c'est à peu près une fois par mois, pour apprendre à faire des métiers techniques, puisque tout se fabrique sur mesure chez Triba, et à devenir autonome sur le sujet. Alors pas de panique, tout le monde y arrive, on a suffisamment de méthodes pour que ça se passe bien, et puis après, arriver évidemment à recruter son équipe. Donc on a une personne chez nous au service commercial qui est là pour aider les franchisés à recruter dans tous les domaines, des commerciaux, un assistant ou une assistante, des poseurs, un peu comme un service recrutement habituel dans un cabinet de recrutement, et beaucoup de formations maison, un accompagnement évidemment par un animateur réseau, il y en a 8 en France qui s'occupent d'à peu près 25 franchisés. C'est à la fois du cocooning, mais bon, quand on est franchisé, on est indépendant, donc il faut aussi avoir ce tempérament de manager pour réussir. Est-ce que le process d'accompagnement est similaire chez Attila ou est-ce que vous avez des spécificités dans vos méthodes d'accompagnement et dans votre formation? Moi, je dirais que globalement, on va se retrouver à peu près sur les mêmes lignes. Ça commence dès le développement, dès qu'on commence à recruter nos franchisés sur la connexion avec les banques, avec les experts comptables pour constituer le projet. Bon, voilà, il y a tout un accompagnement. Ensuite, il y a une formation qui dure 8 semaines chez nous, qui est entremêlée de formations en présentiel et en agence, donc directement en immersion, pendant 3 semaines. Donc ça permet de mettre en pratique et en œuvre ce qu'on a appris pendant la formation d'intégration. Et puis, une fois qu'on met les clés dans la serrure, eh bien, là, il y a le service animation et le service technique qui rentrent en compte. Et donc là, il y a un accompagnement technique sur de la visio, sur des rendez-vous physiques pour accompagner au devisage. Comprendre comment je fais un devis, m'accompagner à bien identifier ce que je dois poser ou pas, parce que c'est vrai que c'est pas évident de premier abord. Et puis ensuite, il y a un accompagnement d'animation sur toute la partie business, management et commerce, qui permet de poser les jalons sur le lancement de l'agence. Donc là, il y a un accompagnement qu'on pose. Donc nous, on a une animation qui fait de la formation.
Alors on va revenir un peu sur le sujet. On est en train de retravailler sur une animation plutôt bicéphale, donc avec un animateur qui est plutôt business pur, avec gestion d'entreprise, commerce, et puis un autre qui va être plus spécifiquement sur le technique et la sécurité, parce qu'on a aussi la sécurité qui est très importante chez nous. On parlait d'humain tout à l'heure. La sécurité, l'homme ou la femme, c'est vraiment la priorité numéro 1 du réseau. Donc on est très à cheval sur la sécu, donc on accompagne de manière assez rapprochée la sécurité. Donc il y a tout ça qui se pose. Et puis ensuite, on peut revenir sur des services support comme le marketing, par exemple, pour aller se dire, tiens, voilà, j'ai besoin de gagner en visibilité sur mon territoire, je vais faire un diagnostic market. Et donc là, j'ai l'équipe support marketing qui vient m'accompagner, soit en visio, soit en physique, pour faire l'audit de mon agence, pour savoir où est-ce que je dois aller en fonction de ce que je veux faire, où est-ce que je dois aller actionner tel ou tel levier. Et puis, on peut revenir sur la partie développement après pour travailler un projet multisite, ou une session, on en parlait tout à l'heure, une session d'entreprise, pareil, on accompagne, on est très accompagnant, c'est très nouveau chez nous. On en a beaucoup depuis 2 ans. Là. Donc c'est bien, c'est que le modèle se revend, et en plus il se revend bien, puisqu'on a des franchisés qui partent à la retraite, ou qui ont d'autres projets. Et donc on apprend aussi à anticiper ces projets-là qui sont extrêmement importants. Jean-Pierre, on l'a dit, vous n'étiez pas du tout issu du secteur d'activité. En quoi cet accompagnement était primordial pour vous, et en quoi est-ce un atout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, alors qu'on n'y connaissait pas forcément grand-chose avant? Alors, ce qui est important, je disais, j'avais une appétence technique. Déjà, donc, je cherchais une enseigne, un franchiseur dans lequel je puisse, moi, avancer sur cette appétence technique. Pour autant, pour pouvoir travailler et développer l'entreprise, il faut bien que je sache ce que c'est qu'une toiture. Et comment on fait des réparations, comment on recherche des fuites, comment on entretient, ne serait-ce que ça, comment je nettoie une toiture. Alors ça, je ne savais pas du tout. Donc j'avais besoin de cet accompagnement technique-là, très 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 important, parce que c'est un socle que je dois développer, que je dois vendre. Si je ne sais pas ce que je vends, c'est compliqué. Donc j'ai trouvé ça chez Attila, effectivement, cet accompagnement technique était très fort au moment de la formation, mais aussi après. Beaucoup après, parce que quand on est lancé, on est dans le quotidien de la vente, on est confronté à justement tout un tas de questions techniques, comment je fais, comment je réponds et comment je vais chiffrer telle ou telle chose. Et cet accompagnement du technicien qu'on a toutes les semaines, plusieurs fois par semaine en visio, pour aborder toutes les cas de figure et toutes les demandes qui nous sont faites par les clients, c'est vraiment très important. Et puis on apprend au fur et à mesure, ce qui nous permet d'être de plus en plus fins spécialistes de notre métier. Alors on a parlé de l'humain, on a parlé que c'était essentiel pour choisir sa franchise, mais il y a un élément qui intéresse aussi les candidats à la franchise, c'est l'investissement nécessaire pour concrétiser son projet. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur l'investissement global nécessaire pour devenir franchisé Triba et Attila ? Marie-Emmanuelle. Alors chez Triba, l'investissement pour une création est raisonnable, puisqu'on part sur un investissement de 120 000 €, c'est-à-dire que les banques vont demander un tiers en apport personnel, à peu près 40 000 € pour notamment la trésorerie de démarrage, et ensuite vont prêter 80 000 € en général sur 7 ans dans la franchise. Donc c'est un investissement qui n'est pas très élevé, parce que chez Triba, nous ne demandons pas de droit d'entrée à la franchise, et par la suite, pas de royalties sur le chiffre d'affaires. Comme nous sommes fabricants, notre marge est incluse dans les produits que nous vendons, et c'est comme ça que nous gagnons notre vie, et c'est pour ça que nous avons des exigences de développement de part de marché, puisqu'il s'agit d'un secteur exclusif et que nous demandons bien sûr aux concessionnaires, et nous lui donnons les méthodes pour y arriver, pour développer son chiffre d'affaires régulièrement, en tout cas pendant les 4-5 premières années. Après, c'est peut-être un petit peu plus stable. Il n'y a pas non plus de stock, puisque tout est fabriqué sur mesure, et il n'y a pas de machine, ce qui peut arriver dans certains métiers, mais pas chez Triba. Nous livrons des produits finis, je dirais emballés, toutes les semaines, et qui vont ensuite être amenés chez le client pour être installés par les poseurs. Donc c'est un investissement assez raisonnable dans la franchise, et c'est ce qui intéresse certains candidats lorsqu'il s'agit d'une création. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une reprise, on valorise un fonds de commerce ou une société avec de la trésorerie, et l'investissement à ce moment-là est plus important. Mais cela correspond aussi à la récompense du travail, au fait d'acheter un fichier client, d'avoir une équipe déjà en place, déjà formée, un local déjà aménagé, une notoriété, une expérience. Donc c'est un petit peu logique que ça soit des budgets plus importants. Pour donner
une idée, chez Triba, j'ai à peu près tous les ans une quinzaine de créations de concessions et à peu près 5-6 ventes de concessions. Il y en a un petit peu plus à vendre parce que, comme le disait Anthony, on a certains concessionnaires qui partent en retraite ou qui ont peut-être envie de faire autre chose. En général, chez Triba, on reste longtemps. Nous avons des concessionnaires qui sont là depuis 38 ans. J'ai régulièrement des concessions qui se vendent au bout de 20 ans. Donc c'est plutôt agréable. Ça veut dire que le métier fonctionne bien, qu'il plaît et qu'il est rentable. Et qu'au quotidien, ça anime notre réseau pour continuer à développer son business. Du côté d'Attila, en termes d'investissement, on est sur les mêmes ratios ou c'est un peu plus faible? Alors, nous, on a un droit d'entrée qui est un peu plus conséquent. On fait donc un droit d'entrée à 40 000 euros. Il faut un apport pour gérer un peu sa trésorerie, parce que les 3 premiers mois, au début, faut lancer. Hein, donc il y a 80 000 euros pour être vraiment confortable au départ. Et puis ensuite, il y a un système de redevance. Donc mensuel, de 8%, donc il y a 2% pour le marketing et 6% pour toute la partie support animation. Voilà. Et en gros, on va chercher un investissement global à 270 000 euros. Est-ce que ce sont des secteurs, des concepts qui sont facilement finançables auprès des acteurs bancaires? Alors on est sur du B2B pour vous, on est sur de la rénovation de l'habitat pour vous. Est-ce que ça rassure les acteurs bancaires que vous êtes sur des secteurs porteurs? Voilà, comment ça se passe en matière de financement, Marie-Emmanuelle? Alors je n'ai absolument aucun souci pour que nos concessionnaires, enfin ceux qui nous rejoignent, puissent se faire financer. On est sur un marché qui est stable, qui est porteur. Il y a quand même 10 500 000 fenêtres vendues tous les ans en France, dont à peu près 55% dans la rénovation. Donc c'est un gros marché. On connaît tous quand on se promène et qu'on regarde les paysages des maisons qui ont besoin d'être rénovées. D'autant plus que c'est dopé aujourd'hui par le Grenelle de l'environnement et par toutes les mesures qui ont été prises, notamment à cause du diagnostic immobilier pour améliorer la performance énergétique de sa résidence, que ce soit la résidence principale ou la résidence secondaire. Donc les banquiers n'ont pas de souci pour financer nos projets. Je dirais qu'à partir du moment où le porteur de projet a l'apport personnel nécessaire, parce que le banquier il ne prête pas quand on a zéro quand même, et qu'il y a ce dynamisme, c'est aussi ce qui est important pour un banquier, c'est de se dire j'ai face à moi un futur chef d'entreprise qui va me donner envie de croire en son projet. Et je vais être rassurée par la marque qui l'accompagne, qui a une certaine expérience, un accompagnement de fait, au quotidien, régulier, et qui va lui permettre d'apprendre ce nouveau métier et de performer après. Donc non, pas de souci particulier dans notre secteur d'activité, l'investissement est raisonnable, donc c'est pareil, c'est pas quelque chose qui peut, comme dans certains autres métiers, demander 50% d'apport. Donc non, tout va bien. Même constat de votre côté chez Attila? Tout à fait, oui. Mais en plus, on tisse un réseau, un relationnel aussi avec nos partenaires bancaires. Aujourd'hui, on en a 8 ou 9 avec qui on est vraiment en lien très direct. D'ailleurs, on profite souvent du salon de la franchise pour travailler le partenariat, essayer de voir comment on peut optimiser les choses et puis faire en sorte que le projet puisse avoir toute connaissance, même en local, parce que souvent c'est un peu, quand on a une agence en local, ça peut vite se décrocher de la réalité, se dire BTP non. Puis en fait, Attila, oui, il y a un beau concept, c'est rentable, ça marche bien, il y a un réseau solide derrière, et donc les fiches navettes et tout le partenariat qu'on met en place avec nos prestataires franchises dans les banques appuie cette démarche et du coup facilite complètement l'accessibilité à l'entrepreneuriat sans problème. Jean-Pierre, de votre expérience, est-ce que ça a été simple à financer ce projet? Est-ce que le fait d'être adossé à une enseigne en franchise, ça a rassuré les acteurs bancaires que vous avez sollicités? Alors, le fait de se lancer en franchise, ça rassure, ça c'est une évidence, parce que on a un encadrement, on a un accompagnement, ça c'est important. Est-ce que c'est simple? C'est jamais simple d'aller voir un banquier et puis lui dire allez, prêtez-moi de l'argent. Le banquier a toujours quelques réticences malgré tout. Pour Attila, alors c'était assez drôle parce qu'effectivement, heureusement qu'il y a ces partenariats-là, parce que je me suis parfois retrouvé devant des banquiers qui ne connaissaient pas du tout ce secteur d'activité, comme moi. Et ils découvraient complètement, ils n'imaginaient pas une seule seconde qu'on puisse entretenir une toiture. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est vrai que quand on leur apporte nos ratios, la ratio de marge, de marge brute et nette, il y en a certains qui tombent de leur chaise en se disant « Ah oui, quand même, ah oui, ça rémunère bien quand même, Attila. » Ben oui, ça rémunère bien. Donc ça facilite aussi quand même l'accès au prêt, oui.
Il y a un point qui a été soulevé par Marie-Emmanuelle tout à l'heure, c'est que l'enseigne, ça apporte une caution, mais il y a aussi le chef d'entreprise, le candidat qui va être un chef d'entreprise indépendant, parce qu'il faut rappeler que vous êtes franchisé, mais vous êtes un chef d'entreprise indépendant, doit aussi faire ses preuves, que ce soit face aux banquiers ou de manière générale dans l'activité. Comment vous avez appréhendé ça? Parce que vous n'étiez pas entrepreneur avant, vous connaissiez le sujet, mais vous n'étiez pas entrepreneur. Comment vous avez appréhendé cette partie-là d'investissement en tant que chef d'entreprise et qu'est-ce que cela a impliqué pour vous? Alors, l'investissement, si on parle d'investissement financier et de rapport avec la banque, ça se prépare. On n'y va pas comme ça à la faire au fusil. Donc, on construit un BP sur plusieurs années, on analyse des chiffres, on apporte des chiffres, on analyse aussi la zone sur laquelle on va se présenter. Et cette zone-là, on doit la connaître. On doit la connaître et pouvoir répondre à toutes les questions qu'un banquier puisse se poser. À savoir, mais est-ce que vous êtes sûr que vous aurez assez de développement à faire sur ce secteur d'activité? Est-ce que vous êtes sûr que sur ce secteur, il y a vraiment un potentiel client? Est-ce que tout un tas de questions comme ça et donc vous devez avoir les réponses à tout pour pouvoir rassurer le banquier. Et ça, c'est important. Il y a une grosse préparation à faire. Le franchiseur est là beaucoup pour vous aider à construire votre dossier. C'est vrai que ça fait une différence. Quand vous allez tout seul devant un banquier pour réclamer de l'argent, si vous n'avez pas d'accompagnement, si vous n'avez pas prévu déjà tout ce discours-là, et si vous n'avez pas tous ces éléments chiffrés à l'appui, c'est plus compliqué. Je pense que c'est plus compliqué. Anthony, vous l'avez dit, Attila fête ses 20 ans cette année. Vous avez un réseau de 130 agences. Quelles sont, du coup, vos perspectives de développement et quelles sont les opportunités qui existent aujourd'hui pour les franchisés? Alors, on a des belles ambitions chez Attila, parce que là, l'idée, c'est d'aller chercher 200 agences d'ici 2029. Donc, il y a un vrai travail de recrutement au niveau du développement, du service développement. Alors, ce qui est intéressant et ce qui complexifie un peu la donne, c'est qu'on ne cherche pas à faire du volume pour faire du volume. On cherche à faire du volume avec des profils en adéquation parfaite avec l'enseigne, avec ses valeurs, avec ce que les gens doivent porter. Donc on sélectionne et on se donne le droit par moment, pour X ou Y raison, de dire bah non, là, on n'est pas aligné. Et ça, c'est vachement important. Donc il y a une ambition voilà, de croissance du nombre de franchisés pour vraiment mailler le territoire. Ça, c'est important, puisqu'on a aussi des grands comptes à l'intérieur de la franchise. Et donc ça, c'est important de pouvoir mailler un maximum pour pouvoir étendre le drapeau et puis surtout répondre aux besoins, parce qu'il y en a énormément. On parle, c'est des milliards d'euros, c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, le secteur du tertiaire, juste le tertiaire. Donc c'est énorme. Donc voilà, il faut pouvoir le couvrir. Et puis derrière, il y a énormément de perspectives en fait. Benoît, encore une fois, il y a 20 ans, il a créé un concept. Il a fait de la RSE sans trop le savoir au début. Et puis aujourd'hui, il s'avère que c'est quelque chose qui est très en vogue. Et tant mieux d'ailleurs. Et donc du coup, on est sur un marché qui nous porte presque l'enseigne sur un plateau. Mais ça ne veut pas dire que derrière, on doit s'endormir dessus. Donc il y a énormément de perspectives sur comment demain on va pouvoir réfléchir une toiture dans une dizaine d'années, dans une vingtaine d'années. Est-ce que c'est des toits végétalisés? Est-ce que c'est du photovoltaïque? Est-ce que c'est de la récupération d'eau de pluie? Il y a énormément de choses qui sont possibles et inimaginables sur une toiture. Le millefeuille de la toiture, parce qu'on parle de ça, c'est extrêmement complexe en fait, c'est une toiture. On la voit comme ça, on se dit bon, c'est simple, mais il y a une vraie complexité, un vrai art derrière. Et donc, comment on peut arriver à optimiser une toiture demain avec des capteurs de chaleur, avec plein de choses. Puis là, on a déjà commencé à mettre des perspectives d'évolution ou d'amélioration du concept. Par exemple, on a arrêté de travailler à la flamme, comme un couvreur ou un étancheur lambda. Nous, on travaille à la résine, c'est-à-dire qu'on a 0 flamme sur les toitures. Donc ça, c'est un vrai gage de sécurité, pour le coup. On travaille avec des drones maintenant, puisque du coup, on parlait de protection de la personne et de la sécurité. Le drone, c'est génial parce que on gagne du temps. On ne monte pas sur la toiture. Enfin, en tout cas, ça nous évite des allers-retours. Et puis surtout, ça a une valeur perçue qui est plutôt intéressante pour le client final. D'innovation, j'imagine. En plus. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'il y a plein de perspectives qui sont intéressantes. Et puis on travaille aussi, on commence à se rapprocher de la partie assurance pour regarder comment eux évaluent les risques aussi
Donc c'est extrêmement intéressant. En ce moment, on est en train de travailler l'enseigne à long terme et de voir un peu quelles sont les perspectives qui peuvent s'offrir à nous. Elles sont nombreuses. J'imagine que c'est ce qu'on recherche aussi quand on devient franchisé d'un réseau, c'est qu'il soit aussi proactif, innovant et qu'il disrupte un peu son marché d'une manière ou d'une autre. Oui, complètement. Oui, parce que si c'est pour rester sur de l'acquis toute sa vie, le monde évolue, donc il faut évoluer avec lui. Et l'idéal, c'est même d'évoluer avant lui, pour pouvoir prendre une longueur d'avance. Donc on attend ça, oui, du franchiseur, qu'il soit toujours dans cette évolution-là, dans cette envie de croissance, dans cet apport, parce que faut quand même bien se le dire, hein, le chef d'entreprise, il a un peu le nez dans le guidon tous les jours, donc c'est bien que de temps en temps, le franchiseur vienne nous voir en disant tiens, lève un peu la tête, regarde un peu ce qui va se passer, regarde vers quoi on va, et toutes les innovations, les évolutions qu'on a, nous, sous le coude, sur lesquelles on est en train de travailler, et ce marché-là qui nous emmène. Et du coup, ça nous fait aussi évoluer dans notre stratégie en local, et imaginer aussi des plans de prospection, de commerce, d'évolution de notre entreprise avec le franchiseur. Marie-Emmanuelle, vous l'avez dit aussi, Triba, c'est 46 ans d'existence. C'est un réseau quand même étoffé avec 300 agences. Quelles sont les opportunités? Est-ce qu'il existe encore des opportunités pour les franchisés? Oui, bien sûr. Alors déjà, l'opportunité de développer son chiffre d'affaires, c'est jamais terminé. Je dirais que dans nos concessions les plus importantes, on a aujourd'hui des chiffres d'affaires de l'ordre de 8 millions d'euros pour 6 points de vente. Donc c'est quand même très très important. Ça passe par quoi? Ça passe par du développement au niveau de l'équipe, donc des embauches de commerciaux ou de techniciens poseurs. Les commerciaux sont des personnes chez nous qui sont formées, bien entendu, aussi à la tête de réseau et qui gagnent très bien leur vie avec des chiffres d'affaires importants tous les ans et qui peuvent progresser encore par la suite. Et ça peut être aussi pour le concessionnaire d'avoir d'autres magasins, donc d'avoir ce qu'on appelle chez nous des magasins secondaires plus petits. Un deuxième magasin, ça peut être 30 à 50 mètres carrés, un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Donc de densifier et de mailler son territoire pour être vraiment dans la proximité des clients. Nous considérons chez Triba qu'il faut être à moins d'une demi-heure d'un client potentiel. Donc il y a encore des belles perspectives à ce niveau-là. Et notamment, lorsque nous avons des commerciaux dans le réseau, j'ai à peu près tous les ans 5-6 commerciaux qui deviennent concessionnaires à leur tour. C'est leur rêve de se dire « Ah bah mon patron va peut-être vendre, va partir en retraite, va faire autre chose, donc ça m'intéresse » ou le voisin à côté. Bien entendu, en parfaite transparence avec nos concessionnaires, nous ne sommes pas là pour enlever du personnel qui leur est utile, mais que les choses soient claires et que le commercial puisse évoluer s'il le souhaite et le concessionnaire puisse recruter quelqu'un d'autre. Donc il y a encore plein de choses à faire. Nous avons aujourd'hui une quarantaine de secteurs disponibles sur toute la France, des grandes villes, des villes de taille moyenne, comme par exemple Le Havre, Brest, Angoulême, à quoi je pense encore, Nevers, Niort, Pornic, je n'ai pas tout en tête, Charleville-Mézières, etc. Donc des villes à partir, je dirais, de 50 000 habitants, où on est vraiment dans la proximité des clients. Et ce qui est important pour nous, ça a toujours été l'ADN de la marque, c'est la satisfaction totale des clients. Un client à qui on tient la promesse, qui a été convenue au départ par le commercial, et tout au long du processus, l'installation chez un client, c'est à peu près 2-3 mois, le temps que Triba fabrique. Il faut que ça se passe bien, au niveau de la pose aussi, bien entendu. Et si le client est content, il va faire de la publicité pour la concession Triba, soit à l'ancienne par le bouche à oreille, soit aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou avec tous les référencements Google qui sont importants chez Triba. Et c'est ce qui va permettre de développer la concession. Donc on a aujourd'hui chez Triba beaucoup d'outils digitaux, bien sûr, dont on se sert au quotidien. C'est ce qui permet d'obtenir à peu près 50% des ventes grâce au contact du site internet Triba qui sont envoyés à notre réseau, puisqu'il s'agit de secteurs géographiques exclusifs, et puis ensuite de travailler correctement vis-à-vis des clients pour pouvoir développer son affaire. Donc on ne s'arrête jamais. Pour répondre aussi à la question, vous disiez 46 ans d'existence chez Triba, c'est ce qui nous fait en permanence moderniser notre usine et nos produits. Donc on a fait encore depuis 5 ans 30 millions d'euros d'investissement sur nos usines pour continuer à être à la pointe de l'innovation, et y compris au niveau des produits, puisque nous avons changé les gammes de produits. Il y a 2 ans, pour des profils les plus fins, c'est la tendance. Aujourd'hui, le client en France, il veut voir un maximum au sein de sa fenêtre, ce qu'on appelle le clair de jour, donc il faut que ça soit très grand, parce que c'est ce qui est tendance et ce qui plaît. Et on continue effectivement à apporter des solutions au réseau. Notre siège fait 60 000 m², on l'a agrandi de 10 000 m² il y a 5 ans, donc voilà, on est en perpétuelle évolution, et aussi au niveau des magasins, puisque nous avons revu la charte graphique fin 2023 avec des magasins plus petits, beaucoup d'outils digitaux, d'écrans pour donner des explications aux clients, des beaux magasins clairs qui mettent en valeur les produits, c'est ce qui plaît. Parmi les axes évoqués, vous avez parlé de la multifranchise.
Est-ce que c'est un axe important pour vous dans votre développement ? C'est un axe, je dirais, important, oui, mais ce n'est pas l'axe prioritaire. Moi, je suis ravie de rencontrer, par exemple, sur le salon de la franchise, des personnes comme Jean-Pierre, qui n'auraient peut-être pas pensé à Triba et qui se disent, bah, tiens, pourquoi pas ? Et puis, voilà, le contact va bien se passer, on va pouvoir répondre à leurs questions, les rassurer sur la pérennité et la rentabilité du projet. Donc, je suis très contente d'avoir des nouveaux venus tous les ans et aussi d'avoir des super contacts avec notre réseau de 190 franchisés qui a encore envie de faire plein de choses. Mais les deux pendant de cette histoire sont encore intéressants. Chez Attila, la multifranchise, c'est un sujet que vous souhaitez accentuer, peut-être ? Complètement. On est déjà à 30% du réseau qui est en multisite. C'est quelque chose qu'on souhaite continuer d'accompagner. C'est extrêmement important pour nous. En plus, pour nos franchisés, ça leur permet aussi de développer leur projet de vie. Donc, voilà, il y a tous les feux ouverts pour que ça continue. Un peu comme chez Triba, nous, on a aussi, on laisse l'opportunité aux gens de pouvoir, de l'interne, de pouvoir, voilà, demain j'ai envie d'entreprendre, et je peux le faire. Et donc, je peux passer de technicien de toiture à franchisé. Alors, il y a des étapes, bien entendu, pour apprendre un peu tous les métiers. Mais voilà, on a pas mal de collaborateurs, de franchisés qui sont devenus franchisés ou associés avec eux en franchise. Moi, j'ai un ancien animateur, par exemple, qui est devenu franchisé aussi à Fontainebleau. Donc voilà, on pousse de l'externe, mais aussi beaucoup en interne. L'ascension sociale, finalement. Ah oui, et puis moi, je trouve que voilà, pouvoir créer une école de l'entrepreneuriat dans une enseigne, c'est juste génial. Enfin, c'est tout. Que ça marche. Ouais, voilà. Ouais. Que le concept est éprouvé, rentable et que l'accompagnement satisfait les franchisés. De votre côté, est-ce que le fait de... vous avez intégré l'enseigne en août 2024, ouvert en novembre de la même année. Concrètement, est-ce que vous avez des projets de développement sur d'autres agences ? Oui, clairement. C'est un oui franc et honnête. Clairement, oui, tout à fait. Ça fait partie du projet dès le départ. De se dire, je ne vais pas m'arrêter à une seule agence. C'est pas possible, de toute façon, après, c'est comme ça. C'est pas possible en termes de potentiel ou c'est pas possible pour vous en termes de... Les deux, mon colonel. Non, c'est pas possible du tout. Moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir plusieurs agences, voilà, des équipes qui puissent se développer et avoir... Voilà, c'est de la diversité, j'ai besoin de ça. Après, parce qu'on a un énorme potentiel, énorme. Donc ce serait dommage de le laisser passer et de le donner à mes amis. Anthony et Marie-Emmanuelle, moi j'ai une question sur la conjoncture économique. On voit que c'est un peu compliqué, on ne va pas se le cacher. Ça ne donne pas forcément envie d'entreprendre. Est-ce que vous sentez cette frilosité des candidats ou pas forcément ? Un petit peu, mais vous savez, ça a toujours existé. Alors moi, en plus, je suis d'un tempérament très optimiste. Donc, je ne vais pas me laisser abattre parce que ceci ou parce que cela, sinon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense que quelqu'un qui a vraiment un profil de chef d'entreprise, ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Cette personne va peut-être plus réfléchir, se dire, je ne veux pas me tromper de secteur d'activité, je ne veux pas me tromper d'enseigne, et je veux choisir le bon partenaire. Ça, c'est normal. Et peut-être qu'avec tout ce qu'on entend dans les médias, il y a des secteurs d'activité qui vont un peu moins intéressés en se disant si les Français ralentissent leur consommation de certaines choses. Alors, dans notre secteur, dans la rénovation de l'habitat, il y a un vrai besoin. Ce sont des budgets importants, puisque le panier moyen chez Triba, c'est 6 200 €. Donc c'est quand même quelque chose, le Français consacre du temps à rénover son habitation, qui en général sont bien le plus important. Donc non, je dirais que les dossiers sont peut-être un tout petit peu plus longs, parce qu'on a des fois des personnes qui prennent un peu le temps de réfléchir. Après, ça fait partie pour nous du dynamisme, de se dire j'ai quelqu'un en face de moi, il faut que je l'intéresse, que je réponde à ses questions, que je le rassure, que je réponde à toutes ces questions qui peuvent être des fois très variées et très différentes selon l'interlocuteur, l'âge, l'expérience qu'on a eue auparavant. C'est notre rôle de pouvoir donner confiance, c'est vrai, et donner confiance dans la durée. Et chez Attila, vous ressentez un peu cette frilosité ou vous êtes sur le même discours que Marie-Emmanuelle ? Même chose, en fait, là on regardait un peu là, les tendances sur le marché de la franchise, on est plutôt aux alentours de 7-9 nouveaux franchisés par an. Là, l'année dernière, on en a fait 16, nouvelles agences, dans le BTP, dans le B2C, enfin dans le B2B, pardon. Donc ça marche. Par contre, effectivement, voilà, faut intéresser les bons profils, faut trouver ceux qui sont prêts. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on met en place sur le marketing, sur les partenaires qu'on peut avoir, qui nous aident aussi à rencontrer les bonnes personnes. Et puis, encore une fois, je le dis, de l'interne, parce qu'il y a aussi une richesse incommensurable, rien qu'au sein de l'enseigne. Donc, il faut en profiter là-dessus.
Puis après, sur le marché en lui-même, oui, voilà, la tendance actuelle n'est pas très positive pour tout le monde. Nous, on s'en sort quand même pas trop mal. Et puis, voilà, les franchisés qui seraient un peu en difficulté, parce que ça peut arriver à certains moments, hein, la mer n'est plus mer d'huile et on n'a plus le vent dans le dos, donc là c'est de côté et il y a de la houle. Donc voilà, on les aide à se réorganiser. Donc on crée des bootcamps par exemple, et donc voilà, on accompagne les franchisés à se réorganiser et à se réaligner sur c'est quoi ma vision et comment je vais la manager demain. Qu'est-ce que vous diriez à un candidat qui nous regarde et qui est encore un peu frileux, à se dire c'est pas le moment pour entreprendre, j'hésite. Voilà, comment vous le rassureriez ? D'abord d'aller à la rencontre. Je pense que ça pour moi c'est et sans parler d'Attila en particulièrement, aller à la rencontre du monde de la franchise parce que c'est juste extraordinaire. C'est sûr que de racheter une boîte tout seul, là forcément on peut se poser la question à plusieurs reprises. La franchise, on n'est pas seul, on est accompagné, il y a un réseau, on est soutenu, on a des collègues entrepreneurs. Donc rien que pour ça, il ne faut même pas se poser la question. Si on a envie d'entreprendre, il faut y aller. Et la franchise est un terreau extrêmement intéressant parce qu'il y a des concepts éprouvés, donc on prend très peu de risques. Et puis surtout, il y a, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a un accompagnement des franchiseurs qui permet de ne pas se planter, quoi. Même question pour vous, Marie-Emmanuelle. Qu'est-ce que vous leur diriez aux candidats qui hésitent encore à passer le cap ? Alors, je leur dirais effectivement de se renseigner par rapport à des enseignes qui fonctionnent depuis longtemps et qui ont un concept éprouvé, reconnu, expérimenté, et de se renseigner aussi éventuellement dans le réseau pour se dire, c'est bien beau ce qu'ils me racontent à la tête de réseau, mais est-ce que c'est la vérité ? Donc, d'aller voir d'autres franchisés. Moi, c'est très fréquemment que je donne des coordonnées de franchisés et que je préviens, et puis tout se passe sans moi, pour justement vérifier ce que l'on raconte. Chez nous, il y a un Vie ma vie de concessionnaire avec un stage d'une semaine pour bien se rendre compte du métier sur le terrain. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de faire ce qui plaît. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se lancer, je sais pas moi, dans la restauration parce que tout le monde se lance dans la restauration, ou dans l'esthétique parce que tout le monde se lance dans l'esthétique. Il faut vraiment faire ce qui plaît parce que ça va durer un certain temps. Un objectif quand on est chef d'entreprise, c'est quand même d'être là au moins 7 ans, puisque c'est la durée du prêt. Et tous les jours, il faut se lever pour quelque chose qui fait plaisir. Voilà, un métier donc, qui fait plaisir dans un secteur d'activité qui correspond à vos aspirations. Et puis, je dirais que tant qu'à faire, qu'il soit pérenne et rentable. Enfin, on ne vient pas non plus juste pour faire joli. Le but, c'est de gagner sa vie correctement et qu'à la sortie, ça puisse se revendre parce que ça peut permettre d'avoir un petit pécule à la sortie qui n'est pas négligeable. Donc voilà, une fois qu'il y a toutes ces composantes, il faut sauter dans le grand bain. On ne peut pas le faire à la place du porteur de projet. On peut lui donner tous les éléments pour le rassurer. Et puis, il y a des personnes qui vont franchir le pas, d'autres pas. Si ce n'est pas ce qui les intéresse, ça sera peut-être le cas dans un an ou deux. Rien n'est perdu. Jean-Pierre, le mot de la fin, vous avez passé le cap il y a à peu près 2 ans maintenant, dans une conjoncture économique qui n'était pas plus simple qu'actuellement. Aucun regret ? Si c'était à refaire, vous le referiez ? Totalement. Ouais, aucun regret, absolument aucun regret. Non, c'est un choix de vie. C'est quelque chose qui a mûri dans le temps. On revient sur cette notion du déclic qu'on a vu dès le départ. Non, c'est pas un déclic, c'est vraiment quelque chose, un projet qu'on porte en soi. Et puis, à un moment donné, on se dit, allez, maintenant c'est le moment, on y va, on avance. Il ne faut pas avoir peur de toute façon. Quand on est convaincu, quand on a l'envie, quand on va de l'avant, non, il ne faut pas avoir peur. Après, il faut faire le bon choix, par contre. Ça, c'est important. C'est important d'être bien accompagné. Et effectivement, je suis d'accord avec Marie-Emmanuelle. Effectivement, il faut un projet qui nous ressemble. Et ça, c'est important. Donc, faites le tour, faites comme moi, faites le tour du salon de la franchise, discutez, échangez, jusqu'à trouver la pépite, voilà, celle qui vous fait vibrer et avec laquelle vous avez envie de développer. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec moi aujourd'hui pour vos conseils respectifs et vos réseaux. Si l'entrepreneuriat derrière votre écran vous intéresse, évidemment, on vous donne rendez-vous au salon Franchise Expo Paris qui se tient du 14 au 16 mars prochain. Vous pourrez évidemment y retrouver Attila et Triba sur leurs stands respectifs. En attendant, on vous donne rendez-vous sur franchiseparis.com afin de retrouver toute la liste des exposants, mais aussi tout le contenu de conférences qui vous attend. Et téléchargez notre application Franchise Expo Paris. Elle vous permettra de bien organiser votre visite et d'être prêt le jour J. À bientôt.